Bonjour à tous, je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction, que chaque rencontre dans la vie est comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version du podcast Il Granello Écolo, car il est temps d'agir pour notre planète et d'interroger les experts qui pourront nous donner les outils, conseils et bonnes pratiques à suivre pour être plus actifs, engagés et éveillés dans nos vies. Pour commencer, je suis allée à la rencontre d'Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors, suivez-moi, on va au siège de l'INEC, dans la rue du Temple, 3e arrondissement, Paris. Bonne écoute! Bonjour Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de Il Granello Podcast. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Emmanuelle Ledoux, j'ai 46 ans et je travaille depuis quelques années déjà dans les questions d'économie circulaire. Donc, nous sommes à l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Peux-tu nous en dire plus, expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, l'INEC est une association qui a tout juste 10 ans, qui rassemble des entreprises, des collectivités locales, des écoles, des associations, avec cet objectif déjà de mieux comprendre et de mieux faire comprendre l'économie circulaire, d'accompagner aussi la transformation des normes, de la réglementation pour mieux prendre en compte la ressource à tous les niveaux. Et enfin, ça nous arrive aussi d'accompagner des collectivités territoriales ou des organisations dans leur transformation vers, là aussi, une meilleure prise en compte de la ressource. Et du coup, quel est ton rôle au sein de l'INEC? Alors moi, je dirige l'INEC, donc mon rôle, c'est une petite structure, donc direction générale, une organisation comme ça va jusqu'à la définition des objectifs stratégiques en lien avec le conseil d'administration, mais aussi penser à racheter des assiettes quand il n'y en a plus et gérer le stock de thé. Donc voilà, direction générale d'une petite structure, c'est un petit peu tout. Ok, au sens large, super. Et comment es-tu devenue en fait la dirigeante de l'INEC? Quel est un peu ton parcours, pas en ligne, pas dans le détail, mais juste où tu as commencé et comment tu es arrivée là et pourquoi l'économie circulaire est importante pour toi? Alors moi, j'avais fait du droit, des sciences politiques, et j'ai pas mal travaillé, j'allais dire dans le secteur public, même en fait le secteur politique. C'est-à-dire, j'ai commencé en travaillant à l'Assemblée nationale, j'ai été élue aussi, j'ai travaillé en cabinet ministériel. Et à chaque fois, entre-temps, j'ai aussi eu des activités dans le secteur privé, beaucoup sur les questions environnementales. Donc fondamentalement, entre ce que je pouvais faire au niveau politique, public, qui était beaucoup sur les questions financières, développement économique et environnemental, et les activités que j'ai pu mener à côté, ou en tout cas successivement, toujours sur cette question, mais le domaine, là, ce poste et les activités que j'ai aujourd'hui, finalement, c'est un peu la réconciliation de tout ça, parce que je travaille avec des entreprises, je travaille avec des collectivités, on travaille beaucoup avec l'État, on va défendre des propositions à l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment la possibilité à la fois de penser la transformation environnementale, ce qui m'a toujours passionnée, puis derrière, d'être vraiment aussi dans la transformation politique. C'est la traduction finalement de tout ce que j'ai pu faire, avant. Il y a quelque chose qui a déclenché ton intérêt pour ce milieu ou c'est juste, voilà, comme tu dis, par étapes que t'en es arrivé ici? Alors moi, c'est peut-être venu dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un gros attrait pour les questions, pour la politique, mais enfin, depuis être déléguée de classe jusqu'à être élue régionale. Enfin, donc voilà, pour moi, le champ politique, ça reste un champ qui est extrêmement important. Et donc, fondamentalement, je pense que quand on est intéressé par ces questions-là, c'est toujours dans une volonté de transformation. Et donc c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis engagée sur ces questions-là. Aussi parce que c'était pas forcément les plus investis en matière politique. Pendant très longtemps, on faisait passer les questions de développement économique, les questions sociales, les questions environnementales. C'était on verra quand on aura le temps, qu'il n'y aura plus de chômage, que la croissance sera au rendez-vous longtemps. Donc il y a eu un petit moment un peu entre deux comme ça, où finalement, peut-être étant jeune, c'était un espace où il y avait de l'espace pour s'investir, parce que ça intéressait pas tant de monde que ça. Alors que là, c'est devenu un enjeu majeur au moins dans la communication, je dirais. Je sais pas si dans les faits. Oui. Quand on voit
le rang des ministres au gouvernement sur ces questions-là. Au moins, peut-être, tu as raison, dans la communication, allons savoir. Mais enfin, on voit en tout cas que la question environnementale, maintenant, n'est plus marginalisée et c'est l'étape d'après quand on aura fini tout le reste, quoi. Là, il y a une vraie progression. Mais c'est vrai que rapidement, moi, j'ai trouvé que c'était des champs très intéressants, et puis surtout tellement urgents, quoi. Enfin, mais après, je peux comprendre, parce que je me souviens quand je m'y suis vraiment plongée, donc vers une vingtaine d'années, en fait, je me souviens d'avoir été paniquée, quoi. Enfin, je disais ça et je me disais, mais en fait, on va pas y arriver, quoi. Et puis bon, à 20 ans, on a toujours cette volonté de vraiment changer le monde. Maintenant, je suis peut-être un peu moins ambitieuse, donc j'essaie juste de changer. Mais t'as plus de pouvoir, donc c'est quand même pas mal. Voilà, en tout cas, voilà, déjà, si j'arrive à changer une loi, 3 décrets, etc., je suis déjà bien contente. Et puis bon, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai mis mes ambitions à la baisse, donc au moins ça me permet d'avoir quelques satisfactions occasionnelles. Ok. Autre sujet, mais juste en tant que femme, est-ce que tu as trouvé que c'était plus dur pour toi? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a empêché d'arriver où tu voulais ou au contraire, peut-être que pas du tout? Alors effectivement, comme tu dis, moi effectivement j'ai commencé dans la politique, qui n'est pas forcément le secteur le plus simple. Quand on était une femme, on n'était quand même pas très très nombreuses. Et puis en plus moi, alors les autres secteurs où j'ai travaillé, c'était automobile, logistique, chimie, donc oui c'était pas forcément simple. Effectivement, on n'était pas beaucoup. Alors, ce que j'ai senti des freins, un petit peu, c'est vrai qu'il faut s'imposer autrement. Alors ça aussi, ça se voit pas. Moi, c'est vrai que je suis grande. Enfin, c'est idiot à dire, mais je mesure 1,80 m. Donc je me rends compte que ça m'a peut-être un peu aidé à m'imposer aussi, certaines fois, de la façon d'occuper l'espace, où on n'apprend pas spécialement aux femmes à occuper l'espace. Donc là, ça venait de façon un peu instantanée. Enfin, fondamentalement, j'occupais l'espace parce que j'occupe l'espace. Mais non, ça. Maintenant, je me rends compte que ça a été difficile. Ouais. Petite anecdote, quand j'ai fait mon premier stage important dans un organisme public, je me souviens qu'on m'avait dit, responsable des stagiaires m'avait dit au moment de me recruter en me disant mais probablement il y a des gens là qui vont avoir une attitude déplacée à votre égard et la question d'après c'était est-ce que vous vous sentez capable de le gérer, quoi. Et là je me dis heureusement qu'on a quand même passé des étapes, parce que moi évidemment, j'avais répondu que oui, je me sentais capable de le gérer, et puis je m'étais même dit, tiens, elle est sympa de me prévenir. J'espère qu'heureusement, suite à cette question, maintenant, on ne demanderait pas à une jeune femme de 22 ans si elle est capable de gérer, et puis on dirait, dans ce cas-là, vous venez me prévenir, je m'en occupe, voilà. Donc c'était quand même encore un autre climat. Donc fondamentalement, je crois que je m'en suis rendu compte plus tard, qu'en fait, il y avait eu des problèmes, mais sur le coup, je voulais tellement que ça ne soit pas un sujet que j'ai peut-être un peu forcé le truc. L'autre élément, et je pense qui a été assez peut-être prégnant pour ma génération, c'est qu'en fait, moi, je suis arrivée dans la vie professionnelle en ayant l'impression que c'était derrière nous, quoi. Et ça a été la douche froide, de me rendre compte que, quand même, il y avait des questions d'inégalité salariale, professionnelle, des trucs qu'on pouvait entendre, qui étaient... j'étais un peu déçue parce que franchement, pour moi, c'était les survivants d'un passé révolu, mais ça allait s'achever. Et puis on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si vrai que ça, quoi. Imaginons qu'une femme est petite et pas grande, n'a pas cette chance d'occuper l'espace tant que toi. Est-ce que tu aurais des conseils ou tu as des tactiques que peut-être même inconsciemment tu as adoptées sans savoir et que tu te dis, tiens, ça, si les petites femmes, si les jeunes filles savaient, ça leur aiderait? Non, alors la taille, moi, c'est le truc. Alors je dis ça parce qu'au tout début, comme j'étais grande, on me disait, toi, tu pourras jamais mettre de talons. Puis à un moment, je me suis dit, si, justement, je veux en mettre. Non, après, là, moi, c'était un peu pour l'anecdote, mais voilà, chacun trouvait un peu sa façon. Donc, je sais pas, effectivement, de s'allier, de peut-être rien laisser passer, mais le problème, c'est que c'est compliqué aussi quand on laisse rien passer, parce que y a toujours le truc, au moment où on lève la main, c'est tiens, elle va encore nous saouler celle-là avec ses trucs. Donc, trouver le bon dosage est pas simple. Donc, je suis bien embêtée, mais j'aurais pas forcément de vrais conseils à donner. Voilà, je saurais pas dire. En tout cas, pas désinvestir les champs du pouvoir, parce que c'est dommage, et puis finalement ça finit par entériner tous ceux qui pensent que c'est parce qu'on n'en est pas capable, quoi. Mais... Très bien. Et si on revient en tant que sur les thèmes de l'INEC, donc on parle beaucoup d'empreinte carbone, circularité, développement durable. Donc c'est des termes que reviennent de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'ils signifient en fait et quelle est la relation entre eux? Est-ce que tu peux en parler d'une façon assez simple pour que quelqu'un qui soit pas si impliqué que toi puisse comprendre et puisse se dire en fait moi aussi ça me touche?
Alors quand on parle, effectivement, quand on parle carbone, finalement, ce dont on parle, c'est le changement climatique. Donc on voit ce qu'on voit déjà en ce moment, hein, quand il fait trop froid, très froid par rapport à ce qui est prévu, quand il fait très chaud par rapport à la normalité, tout ce qui est dérèglement, les tempêtes, enfin voilà, tous les incidents, accidents, drames auxquels on peut déjà être soumis maintenant. Quand on lutte contre le carbone, enfin, contre les émissions de carbone, c'est contre ça qu'on lutte. La question des ressources, donc la façon dont on va traiter l'économie circulaire, c'est pas forcément sur les enjeux de changement climatique, mais là on est au fond on a une forme de, je sais pas comment dire ça, de garde-manger, de tirelire, enfin voilà, dans lequel on peut tirer, mais sauf que à un moment ça s'épuise. Et alors, la chance, c'est que pour les ressources, il y en a quand même une bonne partie qui se renouvellent, hein, les ressources renouvelables, mais ce qu'on fait là, c'est qu'on consomme beaucoup plus vite les ressources qui sont à notre disposition sur la planète par rapport à la vitesse à laquelle elles se renouvellent. Donc travailler sur l'économie circulaire, en fait, c'est se dire comment je reste dans les limites planétaires de la ressource disponible. Mais les questions de décarbonation, c'est ça aussi, comment je fais pour rester dans un climat qui est soutenable. Donc à la fin, finalement, si on résume toutes ces questions en une, c'est comment on fait pour que notre planète, elle reste habitable, elle reste viable. Donc avec les ressources dont on a besoin pour vivre, alimentaire, et puis tout le reste, hein. On s'est habitué aussi à un certain niveau de confort dans un cadre climatique qui nous permet de survivre. Donc l'enjeu, au final, il est là, hein, et après qu'on décline de façon très opérationnelle sur différentes branches. Mhm. Et de ton point de vue, est-ce que les citoyens peuvent, dans leur quotidien, apporter des vrais changements ou est-ce que c'est plutôt une chose qui se joue à des autres niveaux, donc ce serait vraiment les gouvernements qui doivent prendre des vraies décisions et pas vraiment juste jouer leur rôle au summit, à Davos et tout ça, mais vraiment avoir un impact beaucoup plus conséquent? Il va falloir tout en même temps, l'offre et la demande. Alors, moi, je ne crois pas forcément au fait, effectivement, que ça vienne que du citoyen, du consommateur. Déjà parce que on n'est pas une génération spontanée, hein, on vit dans un monde qui a été construit. Donc là, déjà, même dans nos choix de consommation, on consomme par rapport à une offre qui est disponible. Sauf des esprits très éclairés, etc., mais qui passent quand même un certain temps pour aller au bout de leur logique. C'est, parce que chacun fait sa part, c'est la fable du colibri, hein, voilà, je fais ma part, etc. Mais je crois que la fable, en fait, elle s'arrête, ça n'a pas du tout suffi, et il a fallu que le pélican s'en mêle, donc le colibri, ça n'a pas marché. Mais par contre, il a réussi peut-être, pas tant à éteindre l'incendie, mais à mobiliser ceux qui sont en capacité de le faire. Donc le sujet, c'est pas est-ce que chacun individuellement va réussir à transformer les systèmes, mais peut-être qu'on va réussir à mobiliser le système, ceux qui sont le système. Moi, je crois plutôt en ça quand même. C'est vrai, c'est aussi pour ça que je suis là, dans les activités que je mène, hein. Moi, je crois quand même pas mal à la transformation par la contrainte, au changement des lois, des normes, à forcer le système finalement industriel à s'adapter, en créant aussi des règles qui favorisent ceux qui sont les plus vertueux, pas au sens moral, hein, mais au sens économique. Et donc voilà, en réintégrant les contraintes prix, les contraintes pénuriques, les externalités négatives, et voilà, en étant dans un système qui économiquement plus de sens, quoi. Et en tout cas intègre ces enjeux environnementaux, ces enjeux carbone, ces enjeux ressources, ces enjeux de biodiversité. Donc là, on ne paye pas ça. C'est quand même un petit peu compliqué de transformer le monde. Donc l'idée pour toi, si j'ai bien compris, parce que oui, le colibri, ça sert un peu, mais il faut aussi... ça sert à montrer aux autres qui doivent se bouger et ceux qui ont la possibilité de réussir à faire quelque chose. Le consommateur tout seul, ça va être un peu compliqué. Par contre, au fond, le consommateur, il vote peut-être aussi. Et c'est ce type de décisions-là qui ont du sens. Pourquoi on vote et pour quel type de système. Et comment est-ce que tu vois le rôle d'économie circulaire dans les secteurs créatifs? Alors, dans le secteur créatif, alors on ne travaille pas spécifiquement sur le sujet, mais il y a des initiatives qui sont hyper intéressantes, du type la réserve des arts, par exemple, qui permet de mutualiser des décors de théâtre, de ballet, etc. Donc, les techniques d'économie circulaire qui permettent, au fond, de mieux utiliser plus longtemps ce qui va être fait dans un théâtre, que ça puisse être utilisé ailleurs, pareil sur des costumes, etc. C'est vrai que c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Et où en plus, fondamentalement, il y a un petit retour d'expérience quand on voit maintenant les grands opéras, etc., qui peuvent être montés que si 5 grandes salles contribuent, quoi, compte tenu du coût de production que ça peut être. Et nous, ce qu'on voit quand même, c'est plutôt dans tout ce qui est événement, tout ce qui peut être fait
Donc le autour, voilà, comment on crée des événements zéro déchet, comment on réutilise là aussi au mieux les gradins, les scènes, on minimise les goodies, on travaille sur les contenants, etc. Donc là, c'est autour finalement de la scène culturelle, comment on peut réussir à avoir un impact moindre sur les ressources. Et du coup, bon, là, ça, c'est vraiment pas cohérent avec ce que tu viens de me dire, mais quand même, vu que le colibri, ça existe et c'est nous, les citoyens, quelles actions concrètes pouvons-nous faire pour avoir un minimum un impact positif sur notre vie quotidienne? Alors, c'est toujours compliqué d'aller donner des conseils de vie, surtout que ça dépend quand même pas mal des gens, mais voilà, bah essayer. En fait, c'est quotidiennement se poser la question de est-ce qu'il y a une alternative à ce qu'on fait. Je veux dire, on sait très bien les trucs qu'on fait qui sont pas terribles pour l'environnement, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une alternative finalement qui est satisfaisante aussi, dans laquelle on peut trouver d'autres types d'avantages qui permettra d'avoir un impact moindre pour l'environnement. Donc, ça peut être marcher pour aller au travail, prendre un vélo. Réduire finalement des choses où on n'a pas tant d'utilité que ça, se poser la question sur son alimentation, voilà, est-ce bien nécessaire de manger des tomates en janvier, ou alors on fait des pots quand c'est la saison, enfin voilà, c'est tout ce type de questionnement, mais après évidemment ça a un impact et puis ça amène surtout à penser autrement, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de te dire finalement le consommateur, le citoyen, c'est aussi quelqu'un qui va travailler, et c'est voilà, comment on envisage l'ensemble de sa vie, avec cette idée que collectivement, il va falloir qu'on trouve une façon pour que ça fonctionne et que la planète devienne viable. Donc, c'est vrai que ça amenait à se poser des questions sur est-ce qu'à chaque fois, il y a une façon de faire qui peut-être serait plus préserverait mieux la ressource. Ça peut être une façon de voir les choses autrement. Donc, ça peut être s'acheter moins d'habits, ça peut être beaucoup d'axes finalement. Et se rendre compte que finalement, c'est pas si atroce que ça. C'est pas si compliqué. Ouais. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as l'impression que les gens sont assez éveillés sur ces sujets-là, comme l'économie circulaire, cette exigence de ressources et tout ça? Quand on dit économie circulaire, peut-être pas tant que ça, c'est-à-dire sur le terme, mais après quand on regarde sur les déclinaisons de l'économie circulaire et qu'on parle vraiment aux consommateurs, les citoyens, qu'on dit bah, c'est la réparation, c'est acheter d'occasion, c'est faire durer un téléphone portable plutôt que d'en racheter un nouveau, c'est etc. Là, tout le monde comprend bien, hein. C'est lutter contre le gaspillage alimentaire, y compris dans sa maison, c'est acheter des produits de saison, c'est acheter des choses qui sont produites plus localement, enfin quand on voit le succès du Made in France. Donc il y a cette question de l'impact, je pense que les gens l'ont intégré. Après, il faut que ça soit en adéquation avec leur capacité économique, c'est là où les choses peuvent se compliquer, et qu'il faut vraiment travailler sur la question du prix, la question de la disponibilité aussi de cette offre qui est moins gourmande en ressources en fait. Je pense que c'est clair. Enfin, tout le monde a compris qu'il y a une urgence, mais ma question c'était plus, est-ce que les gens ont envie de faire des efforts en fait, ou aussi est-ce qu'ils ont assez d'éléments pour savoir comment les faire? Enfin, est-ce que l'info est assez bien? Bah, on peut toujours mieux communiquer, ça c'est sûr, mais encore une fois, c'est plus simple quand il y a la disponibilité. C'est-à-dire que là, prenons un exemple. J'ai un grille-pain, il est en panne. Je pense que tout le monde sait que c'est mieux pour la planète de le faire réparer plutôt que d'en racheter un neuf. Sauf qu'un grille-pain, ça coûte 30-40 euros, que c'est peu ou prou ce que me coûtera la réparation si je vais le faire réparer, qu'il va falloir que je trouve un réparateur, qu'il n'est pas forcément en zone dense dans les villes, ça va être compliqué, que pendant un certain temps, je ne vais pas avoir de grille-pain, et qu'au final, la réparation me coûtera le même prix, peut-être voire plus cher qu'un grille-pain neuf. Alors que je peux aussi aller en bas de chez moi, acheter un grille-pain neuf, et là, en termes économiques, c'est neutre. Donc tant qu'on sera dans des situations comme ça, c'est normal, au fond, qu'il y ait quand même une vraie difficulté pour les acteurs de procéder à ces transformations. Donc là, il faut que l'offre économe en ressources, elle soit à minima aussi facile d'accès que celle qui vampirise la planète, quoi. Même si le consommateur il est convaincu, le citoyen est convaincu, derrière ça nécessite des organisations économiques et qui compensent aussi le surcroît de prix, parce qu'on s'est habitué finalement à une vraie disponibilité de produits qui sont pas chers. Alors, c'est récent, hein, quand on prend la fast fashion, les produits pas chers, c'est il n'y a pas si longtemps, hein. Je disais en début, j'ai 46 ans. Moi, le premier, alors, H&M, parce que c'était les premiers qui s'installaient en France, qui avaient un peu pignon sur rue, enfin voilà, qui étaient attractifs en tout cas.
pour la jeune femme que j'étais. J'avais 20 ans quand le premier s'est créé à Paris. Donc c'est il y a 26 ans, effectivement, on visitait ça avec mes copines, on était très contentes, en se disant enfin on va pouvoir avoir accès à la mode, plus pas cher. À l'époque, la question des ressources se posait moins, pas du tout même. Bon bah là on voit maintenant le mal que ça a fait en peu de temps avec le textile, l'offre textile qui explose quoi. Enfin, on est en train de nous noyer sous le textile, c'est gênant, ouais. Mais ça s'est passé en très peu de temps, c'est il y a 26 ans, on peut revenir dessus, on peut changer notre façon de nous habiller. Enfin voilà, il y a encore temps de revenir en arrière, c'est pas non plus quelque chose dans lequel on s'est ancré depuis des centaines d'années. Donc il y a ça aussi, la capacité de faire un petit bilan en disant bon écoutez stop là, on va faire différemment. Mais pour ça, encore une fois, il faut une offre. Il faut se souvenir aussi que, il fut un temps, on achetait un jean, pas 10, et que c'est une autre façon de s'habiller, de consommer. Et que là aussi, finalement, je sais que pour certains, vous parlez d'écologie punitive sur un truc comme ça, pas tant que ça, quoi. Enfin, ça reste quand même, ça reste accessible. Enfin, de consommer moins d'habits, c'est pas l'enfer sur Terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as des conseils aux jeunes qui veulent s'investir dans le développement durable, même genre pour construire leur carrière? Est-ce que tu penses qu'ils devraient genre s'impliquer plus, même soit en politique, soit être tous des fermiers? Enfin, quel serait pour toi le moteur qui pourrait vraiment apporter du changement, sauf les gouvernements et... Effectivement, de trouver là où on est bon, là où on a des compétences et où on peut faire des propositions qui transforment. C'est intéressant, hein. Donc ça dépendra vraiment des compétences et des envies de chacun. L'autre axe, alors qui est peut-être un petit peu paradoxal, ce que je veux dire, mais c'est que peut-être quand on est vraiment intéressé par ces questions-là, de justement pas aller que sur le métier de l'environnement. Alors je m'explique. Quand on est dans une entreprise, on voit quand même assez vite que la direction du développement durable, c'est pas les chefs de la direction de la stratégie, c'est pas les chefs de la direction financière. Donc, d'avoir aussi des gens qui s'intéressent vraiment à ces questions-là ailleurs que dans les directions du développement durable, ça peut être pas mal. C'est de plus en plus le cas. Je sais que nous, avant, traditionnellement, nos interlocuteurs, c'était les directions du développement durable. On faisait des réunions, on disait c'est super, nous on a tout compris, les autres ils sont vraiment trop bêtes. On sortait, on était un peu contents de nous, on n'avait pas fait avancer grand chose. Là on voit bien que maintenant ces questionnements, ils ont investi très au-delà de leur sphère habituelle. Mais réussir à sortir les questions environnementales d'une forme de champ, d'entre-soi, d'experts. Mais voilà, nous, notre ambition, en tout cas en tant qu'association, elle est beaucoup là-dessus. Comment on rend ces sujets-là intelligibles, comment on les rend stratégiques et comment on n'est pas du ressort du prêche, mais on est vraiment dans le domaine de la transformation. C'est pas si simple. J'imagine. Mais en effet, au lieu de se renfermer dans des silos, c'est genre juste bosser tous pour les boîtes écolos, ça sert à rien en effet. C'est beaucoup mieux d'éparpiller en fait l'info et l'engagement pour que ça soit plus diffusé. Justement sur les questions que tu évoquais il y a quelques minutes sur les questions et quand on est une femme dans l'entreprise et dans sa carrière. Alors c'est vrai qu'il y a une prise en compte de ces sujets à un moment assez phénoménal et très souhaitable. Je trouve que c'est une excellente nouvelle d'avoir autant de jeunes femmes, jeunes hommes qui posent la réflexion sur ces questions-là. Mais moi, il y a un moment où toutes les jeunes femmes que je voyais de 20 ans, que je croisais, elles allaient toutes faire des études de genre. Donc c'est évidemment intéressant. Mais le truc, c'est que si on se retrouve un peu comme on peut être parfois sur les questions environnementales, avec vraiment un champ très expert sur ces questions-là, et elles discutent entre elles, je veux dire, pendant ce temps-là, c'est vrai que ça ne fera pas plus de femmes la tête de boîte du CAC 40. Donc voilà, c'est comment on trouve le juste équilibre entre la passion pour un sujet et la volonté de bouger les choses. Et la capacité aussi à utiliser ces compétences-là et cette expertise-là ailleurs pour transformer et pas rester dans le commentaire. Et je dis ça alors que c'est un peu mon métier, le commentaire. Oui, non, mais c'est peut-être ça. Voilà. Alors voilà, ça sera à refaire. Typiquement, ce sera à refaire. Finalement, j'aurais peut-être été ingénieur, tout ça. Voilà. Oui, typiquement. Oui, c'est des choses que je non, mais c'est complètement vrai. C'est pas enfermé dans ses propres. Oui. Ça sert à rien d'être toute seule dans tes convictions. Enfin, il faut vraiment aller en parler. Exactement. Ouais. Et du coup, là, les questions granelles écolo, une action quotidienne. Marcher pour aller au travail. Un matériel qu'on devrait utiliser plus parce qu'il est durable. Le trapilo, mais c'est des ficelles en coton recyclé. Ça permet de recycler les textiles, on ne sait pas trop quoi faire en fait. Trop bien. Et on le trouve ça où? On trouve ça dans des bouts de mercerie, un peu partout.
Un hôtel. Alors, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Solar Hotel. C'est un hôtel qui est dans le 14e arrondissement à Paris, qui est le pionnier des hôtels écolos. Donc, c'est un hôtel pas très cher en plus, enfin pour Paris en tout cas, Ok. avec un petit déj zéro déchet. Il y a des vélos qui sont à disposition, mais depuis très très longtemps, l'endroit est marrant. Enfin voilà, le pionnier de l'hôtel écolo, Très bien. qui Je est une connaissais chouette pas. idée. Ouais. Un objet. Bah, le panier, le four, les plaques, hein, il y a déjà, je pense, pour respecter l'environnement, aller au marché, éviter au maximum les contenants emballés, et donc cuisiner un peu plus, c'est vrai qu'on peut avoir un impact sur l'environnement qui est assez significatif. Puis en plus, quand on cuisine ou qu'on fait les courses en achetant, voilà, plutôt que plein de boîtes, on se rend mieux compte des quantités et ça diminue quand même pas mal le gaspillage alimentaire. Un livre. Alors pour différentes choses, d'une de Herbert, hein, déjà, parce que c'est un livre de science-fiction. Que j'ai lu beaucoup, je ne saurais même pas dire combien de fois, et qui en plus, j'y ai repensé il n'y a pas très longtemps, mais en fait c'est les pionniers de l'économie circulaire. Hein, Pourquoi? D'une, ils vivent sur Arrakis, notamment c'est là où il y a l'épice, la planète des sables, et il y a notamment des distilles, c'est les skimettes, hein, parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas, pour récupérer toute l'eau du corps, pour pouvoir boire dessus. Et donc en fait il y a toute cette idée de survie et de rapport à la ressource qui là est l'eau, pour la question du distil, mais aussi de l'épice, enfin, voilà, qui permet de tout faire tourner. Enfin, je te laisse lire, c'est remarquable. Ok. Une compagnie green engagée à suivre. Alors, ça peut être une journaliste que je trouve chouette. Oui, bien sûr. Alors, Katia Peknik, qui était une journaliste qui, chez elle, d'abord, là, elle est en freelance, mais il y a 20 ans déjà, elle a commencé à travailler sur ces questions-là, et ça fait partie de ces personnes qui ont senti assez vite dans le journalisme grand public qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et donc, je trouve intéressant sa façon d'aborder les sujets. Un site web d'où s'inspirer. Le nôtre. Celui de. L'Institut national de l'économie circulaire. Il y a des publications, il y a des vidéos, il y a pas mal de choses. Donc, qui est pas mal aussi. Alors, l'ADEME, hein, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Ils travaillent énormément avec des choses à la destination du grand public. Donc, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. En fait, quand on cherche, il y a quand même beaucoup d'informations. Hein, si on tape faire durer son téléphone. Oui, c'est ça. Est-ce que les gens cherchent? C'est ça ma question, en fait. Et du coup, pour terminer, un motto. Alors, bon, c'est un truc que j'utilise souvent un peu au boulot, mais en rigolant, c'est une citation de Coluche. Enfin, c'est dites-moi de quoi vous avez besoin et je vous dirai comment on va s'en passer. Mais qui finalement fonctionne pas mal pour l'économie circulaire, quoi. Enfin, voilà, de dire, bon, voilà, c'est quoi le besoin et finalement, est-ce qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent de faire ça? Voilà, c'est un peu les logiques, économie de la fonctionnalité, etc. Enfin, Ah, tu peux m'en dire juste un tout petit peu vite fait de cette économie de la fonctionnalité? L'économie de la fonctionnalité, c'est en fait on réfléchit besoin plutôt que propriété. En disant, tu as besoin de percer un trou dans ton mur, est-ce que tu as besoin d'avoir une perceuse ou est-ce que tu as besoin de disposer d'une perceuse au moment où tu dois percer le trou, pour faire simple. Et donc en fait c'est dire le besoin, c'est pas j'ai besoin d'une perceuse, c'est j'ai besoin de percer un trou. Et donc c'est trouver le truc qui fera qu'au moment où ton besoin existe, tu de quoi le réaliser, donc la mise à disposition d'une perceuse. Donc ça marche là sur la perceuse, mais sur plein d'autres trucs, ça peut être le chauffe-eau. Le chauffe-eau, tu n'as pas besoin d'avoir un chauffe-eau, tu as besoin d'eau chaude. Et donc, si on te vend une solution d'eau chaude, ça permet au fond que le fabricant de chauffe-eau, il reste propriétaire du chauffe-eau, il s'occupe de l'entretien, il fait durer, et donc on va travailler sur la durabilité du produit. Okay. Donc c'est ça en fait, c'est on travaille sur le besoin plutôt que sur la propriété. Et dans le cas par exemple de percer un mur, donc la solution pour ça peut être plein de choses, ça peut être la location, ça peut être voilà, finalement plutôt que l'endroit où tu aurais acheté ta perceuse, tu vas en louer une. Fonctionnalité, on rajoute en fait, c'est-à-dire tu vas pas arriver en disant je voudrais louer une perceuse, tu vas arriver en disant je voudrais percer un trou, et donc plutôt en plus que de ce soit toi qui choisisses ta perceuse, on va te demander mais c'est quel type de trou, quel type de mur, et on va t'emmener vers le bon produit, tu vois, donc il y a ça aussi. Et puis si la semaine d'après, tu as un autre mur dans lequel tu veux faire un trou mais qui n'est pas le même, qui est pas dans le même matériau, etc. Et puis que c'est autre chose que tu veux accrocher, on te donnera peut-être une autre perceuse qui correspond mieux. Donc en fait c'est ça évite la multiplication de l'outillage. Ça on le voit, alors sur l'outillage individuel c'est très net. Alors, c'est assez clair sur des sujets comme ça, mais au fond l'idée aussi c'est d'allonger la durée de vie, parce que pareil ça peut arriver sur les machines. La machine à laver le linge, encore une fois tu n'as pas besoin d'une machine à laver le linge, tu as besoin de laver ton linge. Donc c'est quelle est la solution qui t'amènera à répondre à ton besoin en étant le plus économe possible en matière. Et si
l'intérêt de toi, tu payes tous les mois, tu vois, pour avoir ton lave-linge. L'intérêt du fabricant de ta machine à laver le linge, c'est que ta machine, déjà, elle dure le plus longtemps possible, elle soit le plus solide possible, parce que c'est là où tu vas payer le plus longtemps. Alors que si tu as acheté ta machine à laver le linge, rationnellement, l'intérêt de ton fabricant de machine, c'est qu'elle ne dure pas trop longtemps, comme ça, on peut la D'où remplacer. Donc en l'obsolescence. fait, ça change, exactement. Ouais. Ça change la façon de penser la chose, et donc ça invite à être vraiment sur une notion de durabilité. Ils vont aussi vérifier que l'entretien est le mieux fait possible, parce que, pareil, hein, c'est comme ça qu'ils gagneront le plus d'argent. Donc finalement, tu réconcilies les questions économiques et les questions environnementales avec ça. Et ça, je pense que c'est une tendance, c'est une nouvelle chose qui se développe ou c'est juste une chose qui existe Ça existe, c'est un de... développement qui est poussif hein, quand même. Il y a tout un tas de raisons aussi parce que ça amène à la transformation des chaînes économiques de façon significative. C'est-à-dire que là, on voit bien, tu vois, on reste sur le chauffe-eau. Là, pour l'instant, on l'a dit, le modèle économique, c'est il va falloir qu'ils produisent et qu'ils vendent un maximum de chauffe-eau. Mais après, il y a des gens qui vont installer le chauffe-eau. Eux, leur modèle économique, c'est d'installer un maximum de chauffe-eau. Et ceux qui réparent les chauffe-eau, leur modèle économique, c'est de réparer un maximum... Enfin, et ça continue comme ça. C'est sûr que si on est sur l'économie de la fonctionnalité, pour celui qui va le fabriquer et après le mettre à disposition comme ça sur la durée, lui, il va s'y retrouver économiquement. Mais pour les installateurs, les réparateurs, c'est autre chose. Donc voilà, comment on transforme en laissant pas trop de monde sur le côté de la route. Et là, c'est pas très simple. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est hyper intéressant parce que ça amène vraiment à réfléchir les choses. Oui, c'est notre façon de penser en effet. Ouais. Hyper intéressant. Non, merci. Merci. Voilà.